vous êtes sur RTL. 22h minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Bonsoir, c'est Cécilia Como, très heureuse d'être avec vous pour 2 heures de direct, d'échange, de confidence et de partage. Parler de ses peines, c'est déjà se consoler, écrivait Albert Camus dans L'homme révolté. Alors je vous propose que l'on se pose, que l'on prenne un peu de distance face à ce que l'on vit et que l'on se parle en toute quiétude. Hier, dans des témoignages forts, nous avons entendu les récits d'auditeurs racontant leur détermination à écrire une histoire s'inscrivant dans le désir de vivre, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression très en vogue actuellement. Et même si cette responsabilité à mieux vivre est parfois écrasante, nul autre que nous ne peut accomplir cette tâche. Nous dessinons notre monde en choisissant nos amis, nos partenaires amoureux, notre vie quotidienne et notre destinée. Notre bien-être est de notre ressort et l'aide que nous attendons si souvent de l'extérieur ne vient qu'à la seule condition qu'on agisse pour la solliciter. Alice, Alain et Maryse nous l'ont encore prouvé hier soir. Nous avons entendu les récits de personnes qui, malgré les vicissitudes d'une vie agitée, n'ont cessé de se battre pour avancer, parfois en s'arrêtant essoufflés au bord du chemin quelque temps, mais toujours déterminés à se transformer, conscients qu'ils étaient les seuls auteurs de leur récit de vie, comme nous tous. De 22h à minuit, nous sommes ensemble sur l'antenne d'RTL pour partager vos récits de vie et pour répondre aux questions que vous vous posez, celles qui vous freinent et vous empêchent d'avancer. Paul et Théo vous accueillent et vous guident au standard de Parlons-nous, 09 69 39 10 11. Et c'est Oriane Leport qui, de main de maître, réalise cette émission ce soir. Vous pouvez comme toujours réagir aux témoignages et partager vos conseils par SMS au 64 900 ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Bonsoir Jacqueline. Oui, bonsoir Cécilia, merci de prendre mon appel. Ah ben je suis ravie de vous accueillir. Et je vous souhaite la de bienvenue. vous parler. Ah ben merci. Je vous apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Je suis un peu émue. Hein. Ah bon, non, ça va aller, vous inquiétez pas. On est là toutes les deux. Oui, je pense que ça va aller. Mais oui. Alors voilà. Racontez-moi, Jacqueline. Oui, j'ai un souci avec un de mes enfants. J'ai 3 enfants. Hein. Je les ai eus très jeunes. Moi, à 20 ans, j'avais déjà 2 enfants. Oui. Une fille, et puis le deuxième était un garçon. Et c'était avec le deuxième que j'ai un souci. Et le troisième est venu 12 ans après. D'accord, le petit dernier. Ah, oui, le petit dernier, 12 ans après. Oui. Et donc j'ai un souci avec l'aîné de mes fils qui ne me parle plus. Oui. Mais alors plus du tout depuis le décès de son père. C'était il y a combien de temps ? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Voilà, 3 mois après le décès de son père, il a coupé les ponts. Il faut savoir qu'il m'a remercié d'avoir soigné son père. Autant son père, il m'a remercié. Mais je pense que le décès lui a fait, entre guillemets, péter les plombs. Hein. Oui, c'est un peu familier ce que je dis, mais c'est ce que j'ai cru voir. Oui. Parce que le jour du décès, je me suis fait... le jour du décès, il m'a insulté, en fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Je ne sais pas. Je lui ai dit... il était avec moi à la maison. On savait que c'était le dernier jour. Hein. Oui. Et je lui ai dit, écoute Thierry, est-ce que tu peux t'asseoir à côté de moi ? On va parler. Oh pardon, je dis... C'est pas grave. Je ne pas dit bon. Alors là, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Contre vous ? Oui, contre moi. Il m'a vraiment... Il m'a insulté. Hein. Je ne veux pas répéter tout ce qu'il a dit. Mais oui. Voilà, je lui ai dit... je lui ai dit, tu me présentes tes excuses. Hein. Il s'est excusé. Il est décédé de quoi, votre mari ? D'un cancer. Oui, ils étaient proches, votre fils et lui ? Pardon ? Oui. Pardon, Cécilia, je n'ai pas compris. Ah pardon, je demandais s'ils étaient proches, son père et votre fils. Oui. Oui, donc ça a été un choc. Enfin, ça a été un choc, oui, mais ça a été, l'absence a été difficile. Oui. Oui, je pense. Oui. Et moi, j'ai eu l'impression d'être le bouc émissaire. Là. Il déversait toutes ces angoisses sur moi.
Mais moi, en même temps, Jacqueline, il restait plus que vous. Oui, il restait plus que moi. Oui. Donc c'est pour ça que je vous demandais quels étaient leurs rapports, parce que c'est un peu comme s'il avait dirigé vers vous quelque chose qu'il avait besoin de sortir. Sa colère, la colère de voir son père partir, c'est que la mort, même si c'est effectivement à la suite d'une longue maladie, ça reste quand même quelque chose d'injuste, et surtout quand on est très proche des gens. Oui. Et donc face à cette injustice, effectivement, il est possible qu'il se soit, je mets des guillemets parce que c'est un terme psychologique, mais qu'il se soit déchargé en fait sur vous. Je l'ai vécu comme ça. Oui. Je l'ai vécu comme ça, je ne lui en veux absolument pas. Oui. Et je ne lui en ai jamais fait la remarque. Jamais. D'accord. Ah oui. Et puis, voilà. Et j'ai continué pendant 3 ans à lui envoyer des mails pour lui souhaiter son anniversaire. J'avais à cœur de lui faire comprendre que moi, je ne souhaitais pas la séparation, que je ne lui en voulais pas. Donc, tous les ans, je lui ai souhaité son anniversaire. Vous habitez loin l'un de l'autre ? 350 km. D'accord. Mais après le décès de votre mari, vous continuiez à avoir des rendez-vous, à vous voir, à vous appeler ? Oui, alors il m'appelait. Oui. Il m'appelait à la sortie de son travail jusqu'à l'entrée de son garage. Bon, je n'ai jamais rien dit, mais j'avais un peu l'impression de faire partie du travail, quoi. Parce qu'à l'entrée de son garage, il me disait, bien, maintenant, on se quitte parce que j'arrive dans mon garage. Ouais. Voilà, bon, je n'ai rien dit, jamais j'ai rien dit. Je lui ai dit, bon, c'est comme ça, voilà. Et puis un jour, excusez-moi, là, j'ai le mail, en fait, j'ai sa réponse à mon... pardon, excusez-moi, là, je suis en train de la fouiller. Oui, je comprends. C'est-à-dire que vous lui avez écrit pour lui demander pourquoi cette distance, et il vous a répondu. Voilà, alors, d'accord. Voilà, lorsque je lui ai écrit, lorsque je lui ai envoyé le mail, je n'ai absolument fait aucun reproche. Je lui ai dit, je vis douloureusement la distance qui s'est installée entre nous. Oui. J'ai pas dit que tu as à installer. J'ai dit la distance qui s'est... Il y a une nuance. Absolument, oui. Hein, j'ai dit la distance qui s'est installée entre nous, je la vis douloureusement et j'aimerais savoir pourquoi. Oui. Je ne sais pas si j'ai dit je sais pourquoi, enfin bref, voilà. Vous vouliez comprendre. Voilà. Et donc, vraiment, j'ai pas le moindre reproche. Hein. Parce que je savais que si je commençais par des reproches, j'allais forcément accentuer le problème. Hein. Bien sûr. Évidemment. Donc, voilà sa réponse. Hein. Je vais peut-être pas vous lire le mail en entier. J'ai souligné quelques passages. D'accord. Je veux bien le lire en entier si vous voulez. Non, mais ça prendrait peut-être qu'est-ce qui vous a, dans cette réponse, qu'est-ce qui vous a... dites-moi ce qui vous a fait mal déjà ou... Oui. Alors, ce qui m'a fait mal, rapidement, je vais vous dire. Il me dit, effectivement, le temps passe, nous offrons son lot de souffrances, dont la solitude à l'usure des corps. Et l'usure des corps, bon, de cela, personne ne pourra y échapper, malheureusement, ce qui n'exclut pas la compassion. Alors voilà, la distance installée entre nous est la matérialisation d'un constat d'une grande incapacité mutuelle à installer durablement des échanges basés sur la bienveillance et l'apport mutuel. Voilà. Ensuite... Et alors, comment vous avez compris cette phrase ? Parce que vous aviez l'impression, effectivement, de ne pas être bienveillante ou bienveillant l'un envers l'autre ? Moi, je n'ai pas eu cette impression du tout. Et puis, vous ne l'avez jamais dit auparavant de vive voix ? Pardon, excusez-moi. De vive voix, Jacqueline, il vous avait jamais dit je te trouve pas très sympa, c'est pas gentil ce que tu dis. Et alors, ce qui est très important pour moi, parce que c'est culpabilisant un petit peu ça, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'adolescence, on avait une grande complicité, on riait beaucoup, il a énormément d'humour, et on riait beaucoup. Et il s'est installé, en fait, il n'a jamais voulu se marier, mais il a eu un enfant d'une jeune femme. Oui. Une femme avec laquelle il a vécu 20 ans. Oui. Et elle était charmante, cette jeune femme, et pleine de qualités.
Et un jour, il a décidé de se séparer. Ils avaient créé une entreprise florissante, tous les deux. Et un jour, il a décidé de partir. Il s'est séparé quand? Pardon? Quand est-ce qu'a eu lieu sa séparation? Dans le temps, Il y a 5 ans, il y a 10 ans? Oui, il y a largement 10 ans. D'accord. Oui, plus de 10 ans même. Oui. Je pense. Oui, plus de 10 ans, il me semble. Et donc, il était très malheureux de cette séparation, même si c'est lui qui l'avait demandé. Oui. Et à ce moment-là, il me téléphonait mais tous les jours, et ça durait 3 mois, et moi, j'étais un peu à bout de souffle, là, et je l'écoutais tout le temps. Il était, vous voyez, Oui. il s'adressait à moi, pas à son père. Oui. Vous voyez, à ce moment-là, il s'adressait pas réellement à son père. Mais son père, il faut dire que son père était âgé, il était plus âgé que moi, et au moment où il téléphonait, son père faisait la sieste. Oui. Et un jour, il m'a dit, heureusement que je t'ai, toi, parce que mon père, il n'est jamais là quand j'appelle. Et c'est vrai qu'il appelait à 1h30. Il appelait à des heures régulières, et c'est vrai que mon mari allait au lit sans... Jacqueline, pourquoi vous culpabilisez? Vous m'avez dit j'ai un peu de culpabilité. Mais écoutez, je me dis, je sais pas, pour agir comme ça, j'ai pas toujours été comme il avait envie que je sois. Moi, Mais ça n'existe pas, Mais Jacqueline. bien sûr que ça n'existe pas, je sais, mais on y pense quand même. Oui, mais on ne peut pas être le reflet du désir de l'autre. Vous savez, Oui. parents, c'est le seul métier au monde qu'on apprend en le devenant. Vous voyez, c'est comme si vous vous faisiez opérer à cœur ouvert et puis quand votre chirurgien arrive, il vous dit « Bon, ben, je vais démarrer avec vous. » C'est la première fois. Mais quand on est parent, c'est pourtant comme ça que ça se passe. On devient parent au moment où un enfant arrive, on ne sait rien et on apprend tout avec lui. Oui, Donc, et moi j'ai appris très jeune, hein. J'ai dû apprendre très jeune. vous aviez quel âge? Moi, quand il est né, Quand il j'avais est né. 20 ans, 21 Ouais. ans. Donc vous voyez. J'avais déjà une fille. Oui. Et voilà. Et moi, je sortais d'une enfance terrible. Donc je pense que c'est important que vous puissiez aussi comprendre que on n'est jamais le parent que nos enfants voudraient qu'on soit. Mais bien sûr. C'est comme ça. Je le comprends. C'est la règle du jeu. Ils ne sont pas d'ailleurs toujours les enfants qu'on voudrait qu'ils soient. Hein, ça marche dans les deux sens. Donc la culpabilité, là c'est trop confus en fait. Vous êtes en plein brouillard, vous ne savez absolument pas. Vous avez quelle relation il a avec sa sœur et son frère? Je dirais des relations normales. Voilà. Ils se parlent? Oui, ils se voient? Oui, ils se voient pas trop parce qu'ils sont éloignés. Quoiqu'il n'est pas très éloigné de son jeune frère maintenant. Donc il le voit. Oui, il le voit. D'accord. Alors, est-ce qu'ils en ont parlé ensemble? Oui, il parle de moi. Je sais que son frère m'a dit, mais tu sais, il demande de tes nouvelles. Oui. Il demande de. Ça, c'est intéressant. Parce que, il oui. dit comment ça va dans la ville dans laquelle je suis. Oui. Non, Voilà. mais vous voyez, ça montre bien que le lien est distendu, certes, mais Oui. n'est pas coupé. Parce que quand vous voulez couper le lien, en général, vous demandez aux gens de ne pas vous parler de la personne. Oui. Vous voyez, très souvent dans les fratries, quand c'est extrêmement compliqué et que vous recevez vos frères ou vos sœurs, au bout d'un moment, vous dites, écoute, moi, ça me fait très plaisir de te voir, mais si c'est pour parler de maman ou de papa, ça m'intéresse pas. Là, au contraire, c'est lui qui vient, comme s'il voulait se rassurer, vous voyez, à distance. Je pense. Voilà, de savoir est-ce que tout va bien pour elle. Oui, je pense. Je le vois comme ça aussi. Et du coup, votre fils, celui avec qui vous entretenez de bons rapports, n'a pas eu plus d'explications à vous donner? Non, pas vraiment, parce que je pense qu'il parle pas vraiment de moi. Non. Je sais que ma fille m'a dit, on lui a laissé entendre qu'on n'était pas d'accord avec son attitude. Oui. Voilà. On a l'impression, vous savez, qu'il vous en veut. Oui. Mais je ne suis pas sûre en fait qu'en fait il vous en veuille à vous. Je pense qu'il y a une forme de déplacement, vous
vous voyez, Oui. de sa colère et de son ressentiment, parce que je pense qu'on est plus dans quelque chose de l'ordre du ressentiment, plus que l'acrimonie. Mais je pense qu'il y a un déplacement, il y a quelque chose qu'il Oui. règle au travers de vous, mais dont Oui. je ne suis pas sûre, effectivement, que vous soyez vraiment impliqué dans ce qu'il travaille. Cécilia, vous corroborez ce que j'ai souvent pensé. Un jour, je me suis souvent dit, je suis le bouc émissaire. Oui, il y a de ça. Mais je pense que c'est assez inconscient pour lui. Oui, certainement. Ah ben oui. Oui. Je pense aussi. Est-ce qu'il y a eu un événement autre que le décès de son papa dans sa vie depuis 5 ans ? Ah, je sais qu'il passe, il cherche une autre compagne, il passe souvent d'une femme à l'autre, il fait beaucoup de reproches à ses petites amies et il les quitte. Ouais. Mais je pense que la femme de sa vie, c'est celle qu'il a quittée. C'était la mère de son fils. Oui. Oh, oui, je pense. Enfin, il n'a pas quitté qu'une femme de sa vie, il en a quitté 2 en fait. Oui, oui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là, vous me dites qu'il n'arrive pas à se fixer en fait, à stabiliser dans des relations. Oui, il y a quelque chose là de compliqué pour lui et peut-être même de compliqué avec les femmes. Peut-être. Mais il est resté tout de même 23 ans avec la mère de son fils. Hein. Oui, mais là, il est entré. Vous voyez, après le décès de son père, sa vie sentimentale à lui est très instable. Oui. Donc c'est comme s'il n'arrivait plus à se situer, en fait. Oui, je le vois comme ça, moi. Oui. Et pourquoi ça ? Est-ce que vous avez une analyse ? Oh, Jacqueline, j'adorerais, vous savez, avoir une petite boule médium pour pouvoir aider les gens un peu plus vite. Je pense qu'il s'est passé un remaniement psychique quand son père est mort. Ça, il y a quelque chose qui, pour lui, alors, des fois, on appelle ça un effondrement, un remaniement. Mais il y a, en termes de structure, tout allait bien. Vous voyez, on a une structure qui, finalement, est assez solide. J'allais dire, tient la route pour les épreuves de la vie. Sauf qu'il ne faut pas de grain de sable. Voilà. Oui. Et là, il y a eu un grain de sable, mais il y en avait déjà eu un auparavant, c'était sa séparation. Donc je pense que le premier grain de sable a ébranlé un peu la structure, et c'est un peu comme si le deuxième avait... Vous voyez, ça me fait un peu penser à un puzzle, quand vous avez quelqu'un qui cogne dedans, et finalement met toutes les pièces sans dessus-dessous. Donc j'ai l'impression que ce décès-là, finalement, a vraiment consolidé les failles et les fêlures qui avaient dû apparaître avec la première séparation. Dans l'absolu, Jacqueline, ce qui serait l'idéal, c'est qu'il aille voir quelqu'un pour justement détricoter tout ça et dérouler le fil et comprendre, en fait, peut-être qu'il a des raisons de vous en vouloir, mais de pouvoir justement les exprimer avec un thérapeute, parce qu'on ne peut pas rester toute sa vie à en vouloir à sa maman. Vous voyez, même ça, c'est quelque chose... Ça doit être horrible. Voilà, pour lui, non, mais pour moi. Hein. Mais en plus, c'est comment dire, c'est quelque chose qui nous empêche d'être autonome. On reste coincé dans l'immaturité et dans le réglage de compte avec un parent. Il faut justement passer au-dessus. Il faut justement s'extirper de ça. Donc, dans le meilleur des cas, ce qui serait excellent, c'est qu'il puisse justement démêler tout ça avec quelqu'un. Parce que j'ai peur que cette errance un peu qu'il a avec les femmes soit aussi une errance pour lui, à se trouver, à se stabiliser, à s'ancrer, en fait. Oui. Parce qu'en coupant avec vous, je pense qu'il a cru s'autonomiser, en fait. Oui, alors qu'il a régressé. Ben oui, c'est ça. C'est bon, maintenant, je lui en veux, je suis un grand garçon, je me débrouille tout seul. Et en fait, non, justement. C'est l'inverse, c'est bien le paradoxe. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là sur le fait que le décès de son père a dû profondément le bouleverser. Oui. Moi, je serais d'avis, Jacqueline, que vous continuiez à garder le lien. Surtout, ne coupez pas le lien. Oui, depuis 2 ans, je ne lui souhaite plus son anniversaire.
depuis 2 ans. Ouais. Moi, je pense que ça serait mieux de continuer. Et de quelle façon Comme vous aviez fait en écrivant, alors même s'il répond pas, après tout, vous écrivez, ça vous fait du bien. Lui ne veut pas répondre, c'est son problème, pas le vôtre. Et je pense qu'il a quand même besoin de... Oui. Vous voyez, il demande des nouvelles quand même à votre frère. Donc je pense qu'il a besoin de savoir que vous êtes là. Oui. Il s'en rend peut-être pas compte parce qu'il y a cette fausse autonomie qui fait croire que on se débrouille tout seul et vous me l'avez entendu dire ici tellement de soirs que non, on se débrouille jamais tout seul. Nous ne sommes pas des animaux humains capables de se débrouiller tout seul. On a besoin d'autres autour de nous. Sûr, et donc je pense que le fait justement qu'il un peu comme on touche, vous savez, quand on voit pas, on touche les contours pour savoir. Pour lui, quand il demande de vos nouvelles, c'est un peu ça, quoi. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle va bien? Et moi, je pense que il faudrait, j'allais presque dire, être beaucoup plus mature que lui et dire, toi, tu veux pas me parler, mais moi, j'aime te parler. Et de garder ce lien parce que ce fil que vous aviez, qui n'était pas un fil agréable, je l'entends, puisqu'il ne répondait pas. Mais c'est quand même un fil entre vous et lui. Mais il a été très attaché à moi. Hein. Ça, j'en suis certaine. Oui. Mais je pense justement que là, il y a quelque chose en lui qui va petit à petit... Il a quel âge, votre fils, aujourd'hui? Alors, il a 50 et quelques... il est né en... Attendez, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. 56, je crois qu'il a. Il est né en quoi? Alors là, moi, vous me faites faire du calcul mental à cette heure-ci. Oui, on n'est pas un an près, Cécilia. 56 ans, disons. Vous savez, 65. Pardon? En 65. Oui, il est né... Non. Il est né non, moi, je me suis mariée en 59. Ma fille est née en 60. Il est né en 61. D'accord. En 61? Oui. Alors là, il a eu 60 ans. Non, c'est ma fille qui a eu... Alors, il a 59 ans. D'accord. Il a 60 ans. Oui. Donc justement, je pense que je me doutais qu'il n'était pas un adolescent, et donc je pense que là il y a quelque chose. Alors lui aussi s'approche de la vieillesse. Vous savez, la mort d'un proche, ça nous confronte assez brutalement. Surtout la mort d'un proche qui décède quand il est âgé, nous confronte à notre finitude. Et là, votre fils, effectivement, il entre dans des années où on ne peut pas ignorer que au bout du chemin, ça s'arrête pour nous. Et ça, c'est extrêmement angoissant pour beaucoup de gens. Et ça, et encore une fois, ça restructure toutes notre édifice en fait psychique. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Quel est le sens de ma vie? Donc, je pense que là, ne pas couper le lien serait une bonne chose quand même. Je pense qu'il aura besoin de revenir un peu comme le fil de Pénélope et Ulysse. Je pense qu'il aura besoin de visualiser ce fil-là si nécessaire. Mais il n'ira jamais consulter quelqu'un, ça c'est... Non, mais il pourra, si vous continuez à lui écrire, il pourra attraper ça. C'est une main que vous tendez. Pour l'instant, il ne veut pas la prendre. D'accord. Mais... Et moi, j'ai plus envie de lui tendre la main maintenant. Ah non, j'ai plus envie. Moi, c'est très dur ce qu'il me fait. Hein. Oui, je sais, bien sûr, je comprends. Et c'est pour ça que je vous dis... J'ai plus envie. Je me sens trop maladroite maintenant. Je sais plus. Et reprendre juste les mails pour un anniversaire ou juste pour une nouvelle année. Oui. Vous voyez, sans parler d'envoyer des mails pour dire bonjour, comment ça va, mais au moins d'avoir cela pour dire je suis toujours là. Oui, je vais le faire. Je vais le refaire parce que je suis restée 2 ans la semaine dernière. Non, mais je comprends tout à fait, Jacqueline. C'est extrêmement blessant. Ah oui. Non, mais... J'ai pas l'impression d'avoir mérité ça. Ben oui, je comprends tout à fait. Cécilia, si je mobilise pas trop l'entête, c'est que mon mari était pas quelqu'un de... C'était un taiseux, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup. Oui. Et moi, j'ai eu l'impression que Thierry aurait eu besoin... Enfin, encore dit le prénom.
qu'il aurait eu besoin peut-être d'un peu plus de contact avec son père. Oui. Et que ces dernières années, il aurait voulu, il se rapprochait de son père. Je sentais qu'il se rapprochait de son père. Oui. Et d'où l'horreur du décès, quoi. Oui, ça l'a fauché alors même que finalement il est en train de... Il avait vraiment besoin de se rapprocher de son père. Oui, il est probable. Je pense que vous avez raison, Jacqueline. Je pense que ça l'a plongé dans un grand malheur, qu'il en a voulu à la terre entière. Et la première personne qui était là et sur qui, je vais vous dire, il savait d'une certaine manière qu'en déchargeant sa colère sur vous, il n'allait pas vous perdre. Oui, certainement. Ce que font beaucoup d'enfants. Ils sont odieux avec leurs parents en se disant, s'il y a une seule personne qui peut accueillir toute cette rage et cette colère, c'est elle. C'est elle, absolument. Ah, il n'aurait jamais fait ça avec son père, ça c'est certain. Moi, je serais d'avis vraiment, Jacqueline, justement, parce que s'il a fait ça sur vous, c'est preuve pour lui qu'il vous savait suffisamment aimante pour pouvoir le supporter. Oui. Et donc, je pense que garder ce lien, alors si ça c'est difficile de vraiment le garder de manière aux anniversaires ou au Nouvel An, et de garder juste ce fil entre vous et lui, de lui dire je suis là. Il faut le faire. Oui. Oui, bien sûr, c'est important. Et je suivrai vraiment vos conseils, Cécilia, vraiment. Est-ce que vous voyez quelqu'un pour parler un petit peu? Oui. Oui, d'accord. Donc ça vous permet effectivement j'allais dire, je faisais des gestes, mais à la radio on voit pas les gestes, de sortir hors de vous ce qui est en trop plein. D'accord. Ok. Non mais je pense. Désolée, moi en plus, qui plus est dans la campagne. Oui. Et j'en souffre aussi beaucoup. Oui. Ben justement, moi, j'ai toujours travaillé à Paris, donc là je me retrouve dans un coin de campagne. Justement, raison de plus pour garder cette... C'est un peu, vous savez, quand on met des petites bougies à la fenêtre, dans le noir, voilà, pour ceux qui seraient égarés. Il y a... Gardez cette petite bougie allumée, qu'il sache, parce que, encore une fois, je pense que s'il s'en est pris à vous, c'est parce qu'il savait que vous l'aimiez suffisamment pour pouvoir tolérer, au sens d'ingurgiter, quoi, toute cette colère qu'il avait. Oui, et moi je dis toujours à sa sœur, et ce qui est vrai, j'ai dit mais tu peux le lui dire, ou enfin je lui suggère, je dis à sa sœur, il peut revenir, il ne faut aucun reproche. Oui, mais pas envie de lui faire des reproches. Oui, mais du coup elle l'entend. Mais je comprends, je l'aime suffisamment, comme vous dites, Cécilia, pour accepter. Bon, moi je dirais cette dérive un peu. Oui. Mais justement, je pense que votre amour s'exprimera d'autant mieux par ce lien, ce petit fil très ténu que vous allez garder avec lui. Oui. D'accord. Oui. J'en suis convaincue. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Je n'oublierai pas notre conversation et je vais vous écouter. Je vais garder ce petit fil. D'accord. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle nuit. À vous de même. Merci beaucoup pour votre témoignage. Au revoir, Jacqueline. Au revoir. Au revoir. Cécilia Como, parlons-nous jusqu'à minuit sur RTL. Cette bande son de votre été. Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL. Bienvenue sur RTL. Si vous nous rejoignez, c'est Parlons-nous, l'émission qui vous donne la parole en direct pour éclairer ceux qui vous peinent, vous posent soucis. N'hésitez pas, comme c'est l'été, le standard est beaucoup plus accessible pour venir discuter avec moi. 09 69 39 10 11. Bonsoir Lucie. Bonsoir, merci. Je vous en prie, je suis ravie de vous accueillir. Vous avez une très belle voix. Oh, merci Lucie. Je souris parce qu'il m'a fallu longtemps pour la trouver belle, figurez-vous. Alors, racontez-moi Lucie. Bon, ce que j'expliquais, c'est que j'ai perdu ma fille ça va faire 2 ans maintenant. D'accord. Elle avait 15 ans. Oui. Elle est partie en fait d'une maladie, en fait. Elle a eu un cancer. Voilà. D'accord. Et il y a des fois où c'est extrêmement difficile. Oui, bien sûr. Voilà. Comment
Comment ça s'est passé avec son papa? Vous étiez encore ensemble? Vous êtes ensemble? Alors, non, c'est mon conjoint avec qui l'a élevé, en fait. Oui, d'accord. Voilà, Vous nous étiez sommes encore ensemble. D'accord. Donc vous avez réussi à vous soutenir? Oui. D'accord. Oui. Elle avait des frères et des sœurs, votre fille? Oui, un frère, un petit frère. D'accord. Comment ça s'est passé pour lui? Il était petit, Oui. donc il n'en avait pas vraiment conscience. Oui. Il avait 5 ans, mais il en parle beaucoup. Oui. Aujourd'hui, il en parle beaucoup, ouais. Et vous lui racontez? Ah oui, tout le temps. Oui. Oui. On en parle tout le temps, ouais. Est-ce que vous avez... Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez pu en parler? Est-ce que vous avez vu quelqu'un? Comment s'est passé après la perte de votre enfant? Comment vous avez... Je me suis isolée, complètement. Ouais, je me suis complètement isolée. J'ai arrêté de travailler. Oui. Je peux plus reprendre mon activité professionnelle d'avant. Vous ne pouvez plus ou vous ne voulez plus? Vous voulez changer? Ouais, je ne peux pas parce que j'étais dans un milieu où j'accompagnais des personnes. Aujourd'hui, j'en suis plus capable. Oui. Et puis, et je ne veux plus non plus me confronter en fait à l'extérieur, au monde extérieur, quoi. Je me suis vraiment isolée de tout, isolée du monde, quoi, vraiment. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Alors maintenant, je suis en train de créer une entreprise où je travaille seule, en fait, dans la culture de plantes aromatiques et médicinales. D'accord. Pour soigner? Voilà, non, pas pour soigner. Je ne suis pas du tout dans le soin, mais vraiment que dans la culture, en fait. D'accord. C'est parce que ça vous apaise? C'est ce que j'ai trouvé, en fait, pour m'apaiser. Le contact, effectivement, avec la nature. D'être dehors, seule, ça a été ma bouée, en fait. C'est ce qui m'a ressourcée, ouais. Oui, ça repose l'esprit. Énormément. Surtout que, en général, le deuil, c'est souvent accompagné d'angoisse et de culpabilité. Et effectivement, tout ce qui va être activité manuelle et très souvent au contact de la nature permet effectivement d'apaiser. Oui. C'est la seule chose que j'ai trouvée, en fait. C'est vrai que c'est venu à moi naturellement, en fait. C'est vraiment venu à moi naturellement et... Une rencontre. Ouais. Pourquoi vous n'avez vu personne, Lucie? Enfin, un thérapeute Non, c'est vrai que l'hôpital nous avait proposé, en fait, de participer bien sûr. Oui, ils font ça. Mmh. Ouais, mais non, pour moi, c'était trop violent, quoi, en fait. Non, je pouvais pas. Vous pouviez pas en parler ou vous vouliez pas partager ça avec d'autres gens? Je crois que je voulais les deux, en fait. Oui. En parler, c'était vraiment trop dur. Et puis, il y a des moments où on a des montées d'angoisse et que j'arrive pas à maîtriser. Oui. Et puis... en parler avec d'autres personnes aussi, en fait. J'arrive pas trop à savoir pourquoi j'y arrive pas à cette démarche-là. Est-ce que c'est parce que aussi vous avez peur qu'en évoquant finalement votre fille et qui elle était, les moments ensemble, vous avez peur que ça vous submerge? Peut-être, ouais. Je pense que c'était ça. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, la douleur était tellement profonde, tellement grande. Oui, violente. Que je pouvais pas, en fait, assumer aussi ça, en fait, d'en parler. C'était trop difficile. Aujourd'hui, là, j'y arrive avec vous. Oui. Mais je sais pas, à certains moments, quelle tournure ça peut prendre, en fait. Oui. Ces montées d'angoisse, c'est cette tristesse, Là, j'arrive à en parler maintenant, tout de suite, sans pleurer. Mais c'est rare, quoi. J'en pleure tout le temps, en fait, encore. Oui, mais effectivement, je pense que là, en fait, en vous entendant parler, je me disais, mais vous vous faites peur à vous-même, quoi. Il y a quelque chose qui vous effraie, c'est-à-dire que c'est d'une telle violence que ça vous effraie si jamais ça devait effectivement déferler comme ça en dehors de vous, devant des gens. C'est ça. Oui. C'est ça.
c'est ça, c'est ça. C'est que ça a été ces périodes d'hospitalisation. Pardon. Ouais, mais Lucie, ne demandez pas pardon. Ne demandez pas pardon. Ça a été trop violent. Oui, c'est une épreuve atroce et c'est tout à fait normal de souffrir autant. C'est atroce. Je le souhaite à personne, en fait. Bien sûr. Vous savez, Lucie, je pense qu'il n'y a pas d'épreuve plus atroce que celle-ci. Mais vous voyez, vous ressentez une douleur puissante et effectivement, j'allais dire presque innommable, parce que personne d'autre que les gens qui ont perdu leur enfant peuvent comprendre. Mais vous vous en excusez en même temps, alors que vous n'avez pas à vous excuser de ce qui vous submerge. C'est une habitude que j'ai chez moi. Oui, mais justement, je pense que c'est ça qui vous a isolé, Lucie. C'est que, en fait, il y a une forme de pudeur, en fait. Oui, voyez, complètement. Mais complètement. Oui, mais cette pudeur, en fait, elle vous a isolé des autres, alors qu'elle est tout à fait légitime et qu'il y a des gens pour l'accueillir et pour la porter avec vous. Alors, ils ne la porteront pas comme vous, parce qu'évidemment, vous êtes la personne la plus meurtrie dans votre chair, mais ils seront quand même là pour que vous puissiez vous appuyer sur eux. Oui, j'ai bien sûr, heureusement, autour de moi, des personnes très proches qui m'ont beaucoup aidée, mais c'est vrai que je garde une distance avec le monde, parce qu'il y a des personnes qui sont très, très maladroites, quoi. Oui. Très, très maladroite, et ça fait plus de mal qu'autre chose, en fait. Oui, mais en même temps, il faut accepter que la disparition d'un enfant nous rend fragiles et vulnérables. Oui. C'est comme ça. On devient fragile et vulnérable. Oui. Oui, complètement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, ne dites pas pardon, parce que vous n'avez pas à vous excuser d'être fragile et vulnérable. Ouais. Vous savez, le deuil, c'est quand même un processus de toute une vie, Lucie. Un long travail intérieur, parce que vous demeurez pour toujours les parents d'un enfant absent. Ouais. Psychiquement, c'est extrêmement compliqué d'intégrer ça. Ouais. Il y a vraiment un ébranlement émotionnel considérable pour accepter cette nouvelle structure, en fait. Je suis parent d'un enfant qui n'est plus là. Est-ce que ça fait de moi un parent ? C'est ça. Et ça, c'est vraiment... Je pense qu'il faut se donner le temps. Il faut être bienveillant avec soi-même. Il faut accepter que, oui, on ne sera pas présentable, oui, on peut hurler, oui, on peut pleurer toutes les larmes de son corps, comme ça, parce qu'on est en train de discuter avec quelqu'un. C'est quelque chose de tellement bouleversant que ça nous transforme. Oui, c'est ça. Mais après, on ne veut pas imposer aussi aux autres... Non mais Lucie, vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas dans une position où vous devez vous soucier des autres. Quand on est vulnérable et fragile, on n'a pas cette capacité. Si ça dérange les autres, c'est leur problème. C'est à eux de faire avec ça. Vous voyez ? C'est pas à vous d'anticiper. Non, mais c'est pour ça que je m'isole aussi, parce que la présence du monde, et c'est quelque chose de lourd pour moi. C'est pour ça que je m'isole aussi. Je me ressource en fait seule, quoi. Oui. Je me sens bien seule, en fait. Oui, Lucie, mais se ressourcer, c'est justement pour pouvoir ensuite, par petites touches, entrer en contact avec d'autres êtres humains. Là, vous vous ressourcez, mais finalement, vous vous éloignez aussi de ces autres. Oui, complètement, ouais. Complètement, je m'éloigne du monde, oui, complètement. Je me suis complètement isolée. Oui. Alors que survivre, et je pense que ce terme est vraiment fort quand on perd un enfant. Survivre à la mort d'un enfant, c'est un long chemin.
Donc il va falloir que je patiente encore, quoi. C'est un chemin où on réadapte, en fait. Le travail de deuil, finalement, c'est une reconstruction psychique pour trouver un équilibre face à l'absence. Ouais. Et ça, effectivement, ça demande du temps, ça demande de la patience. Il faut accepter qu'on est fragile et qu'il nous faudra beaucoup de temps pour pouvoir retrouver finalement un équilibre avec quelqu'un qu'on aime et qui n'est plus là. Je l'entends bien, mais après, c'est vrai que vis-à-vis de mon fils, aujourd'hui, je ne peux pas lui offrir, voilà, ce que je suis censée offrir, enfin, ce qu'on est censé en tant que parent offrir à un enfant. C'est-à-dire ? Cette disponibilité. Oui. Cette disponibilité, en fait. Je m'isole beaucoup, en fait, dans mon activité, qui me prend énormément de temps, mais c'est une fuite, en fait. Oui. C'est un refuge. Complètement, ouais, c'est un refuge. Est-ce que vous lui parlez à votre fils pour lui expliquer pourquoi vous avez besoin de vous isoler ? Non, parce que j'en avais pas pris forcément conscience. Oui. Mais je devrais, peut-être lui expliquer, que je... Votre fille est décédée, elle avait 15 ans. Vous m'avez dit, il était petit, il avait quel âge ? Il avait 5 ans. 5 ans, d'accord. Donc aujourd'hui, il en a 10 ? Non, pardon, il en a 7. Oui. Il va sur ses 7 ans. Ouais. D'accord, donc aujourd'hui, il est tout à fait capable de comprendre si vous le prenez à part de temps en temps, vous voyez, un peu pour resituer à chaque fois et lui expliquer que vous ne le fuyez pas lui. Oui. Parce que je ne suis pas sûre, Lucie, que le problème soit l'isolement en lui-même. Je pense que ce qui est peut-être plus douloureux pour votre fils, c'est qu'il n'y ait pas de mots dessus. Oui. Lui dire que vous en avez besoin, que comme vous m'avez dit, que c'est votre refuge, que vous vous sentez bien et qu'il peut venir vous trouver finalement à cet endroit. Ah, il vient. Voilà, il sait où vous êtes. Donc de dire, tu vois, je suis là, je suis dans mon refuge, je suis bien, mais si tu as besoin de moi, tu peux venir. Je pense que ça éclairerait, parce que lui reste finalement sans mots par rapport à cette fuite, effectivement. Oui. De lui indiquer que ce n'est pas lui que vous fuyez. C'est votre chagrin. Oui. Parce que je sais pas, c'est vrai que comment lui le vit, comment il le ressent. Ça vous faisait ou ça vous fait peur d'en discuter avec lui, de lui demander justement comment il a vécu ces 2 dernières années, comment vous avez peur de pleurer avec lui Non, pas plus tard qu'hier soir, on pleurait ensemble. Oui. Non, pour moi, il y a pas de sujet tabou avec mes enfants. On a toujours parlé de tout, bien sûr avec des mots d'enfant. Hein. Oui. Mais on parle de sa sœur souvent, d'anecdotes, quasiment tous les jours. Oui. Quasiment tous les jours. Et puis, il sait, il m'a vu pleurer, il le sait, il me dit, c'est ma sœur, quoi. Il en a conscience. Et je lui dis oui. Oui. Il sait que vous êtes malheureuse et il sait que vous êtes en souffrance. Oui. Mais je pense que ça serait aussi peut-être intéressant de lui expliquer pourquoi vous vous réfugiez dans la nature avec vos plantes. De lui dire que ce n'est pas de lui dont vous vous écartez, en fait. Oui, je vais être vigilante là-dessus. Ouais. Et encore une fois, je pense que oui, vous avez besoin de ce refuge. Et je ne pense pas que ce soit le refuge en lui-même qui soit un problème, dès lors qu'il sait exactement où vous trouvez. Je pense qu'il manque juste ce petit mot qui explique que ça vous fait du bien et que c'est pour ça que vous y êtes si souvent. Oui. Mais je pense que vous avez mis enfin, c'est tout à fait juste, hein, parce que vous dites, parce que il me fait souvent la réflexion, mais maman, t'es toujours avec tes plantes, ouais, c'est vrai. Et peut-être parce que, justement, il comprend pas
parce que c'est un petit enfant, hein, et qu'il ne comprend pas pourquoi, quel intérêt vous avez et qu'est-ce que ça vous apporte d'être plus avec vos plantes qu'avec des êtres humains. Vous voyez, je pense que lui a du mal à comprendre ça, parce que heureusement pour lui, il a sa vie, ses amis, l'école, et donc lui est très entouré d'êtres humains. Oui. Et donc je pense que ça serait intéressant que vous lui expliquiez pourquoi, que nous les êtres humains, quand notre esprit est trop en souffrance, il y a effectivement des activités qui permettent d'apaiser le chagrin, qui permettent d'arrêter la machine de tourner en permanence. Oui. Voilà, et de lui dire, les plantes ont ce pouvoir, en fait. Oui. Et de lui expliquer qu'il faut laisser le temps au temps, parce que il me reproche, enfin, ce qui est normal aussi, de ne pas venir le chercher à l'école, d'être absente, dans sa vie sociale, en fait. Oui, vous voyez, parce que je pense que il est simplement en manque de mots sur les choses. Oui. Si vous lui dites simplement, je viens pas à l'école parce que les autres, je ne suis pas prête à les affronter pour le moment, c'est difficile pour moi, les autres êtres humains, et c'est pour ça aussi que je suis plus avec les plantes, il me faut un temps pour revenir en fait vers la société, ça il va le comprendre. Oui. Ça il va le comprendre aisément. De se dire, tiens, je ne savais pas que c'était difficile pour toi de fréquenter d'autres gens, parce que pour lui, ça l'est pas. Au contraire. C'est vrai que je lui explique pas, en plus, c'est vrai que je lui ai pas expliqué, parce que j'en avais pas pris conscience, moi non plus, Et en plus, lui, il a tellement besoin des autres. Vous savez, quand on est à l'école, le pire qu'on puisse nous faire, c'est de nous stigmatiser, de nous laisser dans un coin. Nous, ce qu'on veut, c'est justement avoir une tripotée de copains et de copines. Donc lui a un tel besoin des autres que si vous ne lui expliquez pas ce que vous vivez, il va pas le comprendre tout seul. Ce besoin de solitude, ce besoin d'isolement, les enfants ne le vivent que quand ils sont malheureux. Oui. Et souvent, d'ailleurs, c'est pas eux qui le recherchent. Ils le recherchent parce qu'on les traite mal en société. Donc, je pense que il manque 3 fois rien, en fait, Lucie, pour que vous puissiez maintenir comme ça un lien, tout en préservant, pour vous, ce tampon, en fait. Vous avez mis comme une barrière entre vous et les autres. Mais je pense que lui, il faut l'inclure. C'est comme s'il devait il devait connaître votre secret. Oui. Je prendrai le temps de lui expliquer. Oui, que lui sache pourquoi maman ne vient plus, pourquoi maman est avec les plantes, qu'il comprenne, et que vous pouvez lui dire, vous savez, les enfants peuvent très bien comprendre, de dire, tu sais, dans ma tête, la douleur est si vive qu'elle est en permanence, qu'elle tourne, et quand j'arrive avec les plantes, elle s'arrête de tourner. Oui, c'est ça. Et là, il comprendra. Je prendrai le temps de lui expliquer tout ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça tourne tellement que je suis incapable de m'endormir sans écran, en fait. Bien sûr. Je suis obligée de mettre soit de la musique, des émissions, en fait. Oui, de distraire, en fait, votre esprit. Voilà, jusqu'à épuisement. Oui. Et depuis 2 ans, c'est comme ça, en fait. Je peux pas m'endormir naturellement. Oui. Vous n'avez pris du coup aucun traitement, puisque vous n'avez pas vu de thérapeute? Non, j'ai toujours refusé de prendre des médicaments, je voulais pas. Oui. Je voulais pas. Pourquoi vous avez absolument refusé? De quoi vous aviez peur? Parce que jusqu'à aujourd'hui, peut-être que demain ce sera différent, d'en parler, en fait. C'était difficile. Oui. C'était beaucoup trop violent, ce qu'on a vécu. Et de mettre des mots et de revivre, en fait, ce qu'on a vécu, c'était vraiment trop violent, tellement violent que c'était pas possible d'en parler, en fait. Oui, mais vous savez, si on n'est pas toujours obligé de tout expliquer si vous allez voir un psychiatre, puisque ce sont les médecins qui sont habilités
à faire des prescriptions, vous n'êtes pas obligé de tout raconter. Mais par exemple, pour cette difficulté à s'endormir et à dormir paisiblement, ça pourrait vous aider. Pour je essayer. Je ne veux pas prendre de médicaments. Vraiment, je ne veux pas prendre de médicaments. Et vous arrivez à vous reposer quand même? Et puis, je m'épuise, c'est pour ça que je suis sur le terrain tout le temps. Je m'épuise. Oui, vous voyez bien. Du matin au soir, quoi, j'arrête pas. Mais c'est le mot que vous avez employé, Lucie, c'est une fuite. Oui, une fuite à la souffrance, oui. Oui. Vous fuyez finalement cette souffrance, mais elle vous rattrape toujours. Oui, c'est ça. Même les photos de ma fille... je n'arrive pas à les regarder, alors vous imaginez même pas une vidéo, c'est même pas la peine. Ouais. Dès que j'entends des chansons qu'elle aimait bien, je les change, c'est tout ce qui me rappelle. Ma fille, c'est trop dur, c'est à vif, quoi, je peux pas. Alors qu'il y a des parents qui, justement, regardent les vidéos, regardent les photos, sentent l'odeur des vêtements, moi je peux pas. Non, c'est trop à vif, comme vous dites, c'est trop douloureux. Vous savez, moi, je pense quand même que si vous aviez un espace pour en parler avec un thérapeute, à votre rythme, Lucie, si c'est une fois tous les 15 jours, si c'est une fois par mois, à votre rythme, mais je pense que ça serait une bonne chose. Et vous savez quoi, même si vous dites rien en fait, vous pouvez aller chez un thérapeute et vous pouvez ne rien dire, hein. Vous pouvez murmurer, pleurer, personne vous forcera à raconter. Hein. Ouais, mais il y a des fois où j'ai besoin et envie d'hurler ce que j'ai à l'intérieur, quoi. C'est pour ça que je me dis que c'est encore trop tôt, je pense, parce qu'il y a trop de souffrance à l'intérieur. Et c'est encore trop tôt, je pense. Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont aidé? Parce que je rebondis sur un message de Mimosa qui dit « Bonsoir, Lucie devrait lire le livre de la sœur de Laurette Fugain qui s'intitule « Et moi alors ?» Et c'est vrai que sans même mettre les pieds chez un thérapeute, il y a ce qu'on appelle la bibliothérapie, c'est-à-dire se faire du bien avec des livres. Je pense que ça... Est-ce que vous en avez lu quelques-uns? Non. Pas encore. Ma sœur m'en avait conseillé, mais c'était encore trop tôt. Et je lui ai dit non, c'est pas le moment, je me sens pas encore prête, quoi. Et ça, mais je pense que ça viendra. Ouais, ça serait peut-être un bon début finalement. Peut-être avant de mettre directement le pied chez un thérapeute, peut-être de pouvoir démarrer votre bibliothérapie. Seul avec un livre, des livres qui vous parlent, ça serait peut-être une bonne chose, effectivement. Ce serait effectivement, je pense, une bonne chose de pouvoir le lire à mon rythme, pleurer si j'ai besoin de pleurer. Absolument. Ce serait peut-être une transition, quoi. Vous savez quoi, Lucie, on se sépare juste le temps du flash et je vous retrouve juste après. À tout de suite. À tout de suite. 22h minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Bienvenue si vous nous rejoignez en cours de route sur RTL, c'est Parlons-nous, une émission où la parole s'ouvre et s'enrichit de nos échanges, mais aussi de vos suggestions et de vos conseils. Pour témoigner, c'est le 09 69 39 10 11 et pour réagir, c'est le 64 900 par SMS ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Et avant de reprendre ma conversation avec Lucie, vous êtes là, alors vous allez entendre. Oui, toujours. Je vais vous lire les messages que j'ai reçus sur Facebook de Véronique qui nous écrit « J'écoute Lucie, j'ai perdu un petit garçon mort-né par IVG en 1997. On m'a proposé un suivi psychologique en sortant de l'hôpital. Je n'ai pas voulu. Et mon couple a volé en éclats après autant d'années. Ce n'est pas encore facile d'en parler. Courage, Lucie. Je suis de tout cœur avec vous. » Merci, c'est gentil. Et Brigitte nous dit très intense le témoignage de cette maman. Les mots sont justes et sobres de la part de Lucie et de la part de Cécilia. Témoignage très émouvant. Alors nous étions en train de parler de bibliothérapie. Oui. Une chose à laquelle je crois beaucoup, où il n'y a pas besoin de thérapeute. Comme vous l'avez très bien dit, on est soi, on est à son rythme et on peut éprouver effectivement, surtout quand on est pudique, les émotions que l'on veut seul. Je pense que ça serait une bonne chose pour, j'allais dire, démarrer en douceur votre deuil. Oui.
Donc les livres, effectivement, j'ai envie de dire, c'est les gens qui sont passés par là qui en parlent le mieux. Parce que eux ont plus la notion de ce qui est vraiment aidant quand on vit ce drame. Ils peuvent trouver effectivement les mots justes aussi sur les émotions qu'on peut avoir. Et peut-être que vous pourriez demander, alors je vous dis ça, mais des listes de livres à des associations. Éventuellement. Parce qu'il y a une association qui s'appelle, je trouve le nom effectivement, pardon, j'ai cogné mon micro, très parlant, qui s'appelle Apprivoiser l'absence. Et je pense que c'est un travail extrêmement difficile, justement. Ouais. Et peut-être de leur écrire un email pour leur demander s'ils ont une recommandation de livre. D'accord. Vous voyez ? Donc là, on a le livre que Mimosa nous a donné, Et moi alors ? Mais évidemment, il y en a eu, j'allais presque dire malheureusement, parce que c'est souvent des gens qui ont vécu le deuil. Mais je pense qu'avoir une liste de livres de gens qui pensent que ça les a aidés, ça pourrait être une bonne chose. Et puis vous ouvrirez le premier quand vous en avez envie. Oui, effectivement. C'est une excellente idée parce que c'est qui, je pense, pourrait me correspondre aujourd'hui. Oui. Parce que je pense que c'est vers ça, en fait. C'est après avoir longtemps couru pour que la souffrance ne vous rattrape pas, je pense que à un moment donné, vous allez devoir vous arrêter, Lucie, et vous poser. Oui. Et me confronter à la réalité aussi, parce que comme vous dites très bien, je suis dans la fuite, quoi. Oui. Mais jusqu'à quand ? Vous êtes en colère ? Ah oui. Oui. Très. Contre quoi ? En colère contre la vie. Injuste ? La vie injuste ? La vie est dure, surtout. Oui. Ouais. Et c'est dur de vivre ça, quoi. C'est dur de vivre ça. Oui, c'est plus que dur. C'est atroce, mais... C'est violent, c'est atroce. Mais c'est effectivement... en fait, c'est la douloureuse découverte de la dureté de la vie, dont on est épargné quand on ne vit pas ça. Oui. Effectivement. Vous voyez cette... Oui, allez-y, je vous en prie. Mais il y a des fois où j'arrive à trouver un apaisement, une sérénité. Oui. Mais c'est pas constant, en fait. Et puis il y a des fois où j'ai des montées de colère, d'angoisse, où je suis complètement perdue, où j'ai plus de repères, où je sors pratiquement plus. Je sors vraiment par nécessité depuis 2 ans, quoi. Oui. Où le monde extérieur et où je me sens agressée par le monde extérieur, où c'est vraiment aller chercher une baguette, pour moi c'est vraiment extrêmement difficile, quoi. C'est un exemple, quoi. Oui, mais vous voyez, l'angoisse est quasi constante chez les gens qui sont en deuil. Et donc, vous avez des montées d'angoisse qui est tout à fait normale. Et j'étais en train de me dire, peut-être que ça vaudrait la peine maintenant, avec les applications, on peut faire ça tout seul, d'apprendre à faire des exercices de méditation ou de sophrologie, de respiration. Aussi. Après, je suis croyante et je prie beaucoup. Oui. Et ça m'aide énormément. Ça vous apaise, oui. Ah, énormément. Mais c'est pas continuel, quoi. Oui. J'ai des pics comme ça. Oui. Ça, c'est tout à fait normal, Lucie. Ouais. Je pense que effectivement 2 ans, c'est très court. C'était hier, quoi. Vous voyez. Oui, c'est ça. Mais oui. 2 ans, c'est court et le temps qui est devant vous, en fait, c'est un temps où vous allez marcher plus lentement, mais vous allez marcher quand même. Et je pense qu'il faut utiliser toutes les béquilles que vous allez trouver sur votre chemin. Ouais. Comme celle-ci, quoi, par exemple. Ouais. Alors, j'ai un autre titre de livre que l'homme aux camélias nous propose, qui s'appelle « La mort intime » de Marie de Henzel. Alors, Henzel, qui est un guide extraordinaire pour l'accompagnement dans le deuil, nous dit-il. D'accord.
Donc la mort intime de Marie de Henzel. Bon, de toute façon, je réécouterai après le podcast et je noterai les références. Je pense que ces 2 petits livres sont effectivement peut-être une bonne... ça vous correspondra bien, Lucie. Oui, mais vous m'avez bien cerné. Ouais, ouais, super. Bah, écoutez, je vais faire comme ça et je vais continuer justement ce processus-là par de la lecture. Oui, et puis... Vous voyez, Pat de Toulouse le redit. Bonsoir Lucie. Peut-être pourriez-vous aussi vous rapprocher d'une association d'accompagnement où les bénévoles sont formés à l'écoute. Prenez bien soin de vous et bon courage. Je pense que si un jour vous arrivez à montrer votre douleur aux autres, ces gens-là seront les mieux formés pour l'accueillir. Oui. À réfléchir. Réfléchir. Merci beaucoup. Prenez votre temps. Je vous souhaite une très belle nuit, Lucie. Merci. Et bonne je vous soirée embrasse bien fort. Merci encore pour votre gentillesse. Merci. Au revoir. Au revoir. Cécilia Como sur RTL. Parlons-nous. Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL. Soyez bienvenus si vous nous rejoignez sur RTL, c'est Parlons-nous, l'émission qui vous donne la parole en direct et répond à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. Bonsoir Marie. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors je vous écoute Marie. Je vous appelle, c'est que bon, comme j'ai expliqué tout à l'heure au standardiste, là, c'est que pour moi, j'avais 4 ans que je suis avec, cette année, ça fait 4 ans, j'étais avec mon ami. Donc, l'installation, sa fille est venue s'installer avec nous, une adolescente en pleine crise. Et vu comme elle n'arrivait pas à se faire écouter et respecter par sa fille, à faire marcher son autorité. Oui. Mais moi, Restez bien parlez bien devant votre téléphone, Marie, parce que je vous perds un petit peu. Là, oui. Là. Voilà. Et suite à ça, j'ai essayé quand même ok, ça va aller, il va essayer de lui parler, mais il l'a jamais fait. Ok, bon, j'ai claqué la porte, Claqué la porte, c'était au mois de mai. Claqué la porte, je suis partie, je pris l'appartement. Mais il m'a jamais dit de partir, Pour lui, il voulait que je reste encore. Oui. Mais vu le conflictuel, pour moi, c'était pas visible, c'était invisible. Voilà. Et puis, il est revenu vers moi, chose que je m'attendais, ça, j'en étais sûre qu'il allait revenir. Il est revenu, mais lorsqu'il revenait vers moi, c'était toujours, il y avait beaucoup de l'agressivité. Oui, il vous en veut. Beaucoup d'agressivité, mais bien, c'est toujours moi. C'est ta faute. C'est ta faute, c'est parce que je suis comme ça. C'est ta faute si je vais mal. C'est ta faute si je suis comme ça. Ok, là, dernièrement, je me suis dit, bon, écoute, on va peut-être te calmer un petit peu. Oui. En plus, il m'a parlé de 10h du matin jusqu'à 1h de l'après-midi. Ah oui, en effet, ça fait beaucoup. Ça fait 3 heures de conversation. Oui, de conversation. Mais avec beaucoup d'agressivité. Oui. Alors, je me suis dit, écoute, tu sais quoi, je vais venir en face de toi. Juste en vacances, je ne travaille pas. Et tu vas me dire tout ce que tu m'as dit là, par SMS, en face de moi, les yeux dans les yeux. Oui. Il n'a pas pu le faire. Il était déjà sous l'effet de l'alcool, déjà. C'est quelqu'un qui boit Oui. D'accord. Oui. Hélas, j'ai découvert ça lorsque j'ai emménagé avec lui. Parce que j'avais mon appartement. Donc vous avez rendu votre appartement pour emménager avec lui. Pour emménager avec lui. Et lui vivait avec sa fille. Lui, il n'y avait pas la fille à l'époque. D'accord. Il n'y avait pas sa fille. Sa fille s'est installée avec nous, ça fait 1 an à peu près. D'accord. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il y avait ce problème d'alcool. Et c'est quelque chose que j'ai voulu faire. Bon, comme je l'ai dit, j'ai voulu lui tendre la main, l'aider à s'en sortir de là. Oui. Mais je me suis rendu compte qu'il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Mais est-ce que avant que sa fille s'installe chez vous, donc vous avez vécu 3 ans tous les deux, est-ce que ça se passait mieux? C'était compliqué, très compliqué. À cause de l'alcool aussi? À cause de l'alcool, oui. Oui. D'accord. Quelqu'un qui s'emporte très vite, impulsif. Oui. Qui s'emporte très vite. Et puis c'est ce problème d'alcool, je me suis posé beaucoup de questions là-dessus. Parce que moi, je pars travailler, je me laisse l'agent, je reviens, il est sous. Oui.
Il travaille pas? Il travaille la nuit. Pas tous les jours, mais il travaille de nuit. Oui, mais ça veut dire que quand il part travailler, il est très alcoolisé, donc. Ah non, pas du tout, il est hyper clean. Ah bon? Il s'arrête de boire à quelle heure? Sauf qu'il ne travaille pas, qu'il boit. Comme il sait qu'il va travailler, par exemple, on est aujourd'hui quoi? On est jeudi. Il va reprendre le boulot samedi. Oui. Mais là, vendredi, il ne va pas toucher une goutte d'alcool. D'accord. Mais avant ça, il envoie. D'accord, donc ça modifie évidemment beaucoup son caractère et vos relations. Voilà, beaucoup. Avec moi et au travail, n'est-ce pas? Oui. Et donc là, dernièrement, je vous appelle pour ça surtout, c'est que ça fait 3 fois qu'il est revenu vers moi. Oui. En gros, ma porte, elle est entrouverte. J'ai laissé ma porte entrouverte encore, pour lui. Oui. Ok, j'ai pris l'appartement, là, je me suis installée. Il est revenu vers moi. Mais à chaque fois, il y a cette agressivité qui arrive tout le temps, tout le temps. Il a besoin de ça. Et puis, 3 rendez-vous ratés. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu? Non. La première fois, il m'a dit un matin très tôt, il sort du travail, il m'envoie un texto à 7h du matin. Ma fille part en vacances. Oui. On va être super, on se barre toutes les deux. Comme ça, il me dit, oui. J'ai besoin de partir avec toi, j'ai besoin de te voir. Je dis, ok, d'accord. Je dis, cherche un lieu, ok, trouve quelque chose, et je pars. Et puis, plus de nouvelles pendant 15 jours. Ah oui. Silence radio. Bon, et vous l'avez appelé, il ne répondait pas? Ah non, pas du tout. Non, vous l'avez même essayé, pas oui. J'ai essayé une fois ou 2 fois. Oui. J'ai vu que c'est silence radio. Je dis, écoute, de toute façon, j'avais du boulot, j'étais en plein. J'étais pas encore en vacances, J'avais beaucoup de travail. Je termine mon boulot et puis on verra plus tard. La deuxième fois, donc encore une fois, il m'envoie des messages agressivité. Donc là, je me suis présentée. On n'habite pas très loin. Je me suis présentée devant chez lui. Alors là, hyper amoureux, hyper adorable, hyper tout ce que vous voulez. On sort ce soir. Ok, d'accord. Je suis rentrée à la maison, il n'y a plus personne, il était sourd, il a dormi toute la nuit. J'allais vous le dire, Marie, faites ce genre de comportement totalement erratique, c'est le comportement des gens alcoolisés. D'accord, ok. Ben oui. Il vous donne un rendez-vous, mais ensuite, finalement, il est assommé parce qu'il a bu. Et donc, il s'endort, très certainement. Et en fait, il n'y a plus personne. C'est silence radio, quoi. Oui. Et là, la troisième fois, c'est que là, je suis quand même partie en vacances. Oui. Il était censé de partir avec moi. Je dis, écoute, je ne veux pas te courir après. Oui. Moi, j'ai pris mon billet d'avion, je m'en vais. Oui. Mais par contre, lorsque j'étais loin d'ici, de lui, et là, il m'écrivait, mais tous les jours, encore plus qu'avant. Oui. C'est peut-être parce que je me suis éloignée. Oui, puis il n'y avait pas de, comment dire, il n'y avait pas de confrontation possible. Non. Là, là, c'était tous les jours, il m'écrivait, j'étais en vacances pourtant. Et c'était des messages gentils? Ah oui, alors là, c'était comme au début, comme le premier jour, au début quand je l'ai connu. D'accord. Comme au début. Et là, il me dit, à quelle heure ton vol, là, tu atterris à quelle heure? Je viens te chercher. Oui. Juste 2 heures avant que j'embarque, il m'envoie un message pour me dire, je suis avec des potes sur un yacht. Je dis, super, bravo, mais je suis sous. Oui. Ah, ok. Oui. Je dis, moi, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et là, bing, ça recommence. Je te bloque, je te parle plus, c'est ta fleur. Je dis, écoute, alors là, je suis rentrée en larmes à la maison, j'ai bloqué le numéro de téléphone, j'ai tout effacé d'ailleurs. J'ai dit stop. Oui, mais vous m'avez dit, finalement, et si vous appelez, c'est que c'est pas un stop si affirmé que ça. Vous m'avez dit, j'ai laissé la porte ouverte, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop. Je l'ai fermée. Oui. Maintenant, je l'ai fermée. Oui. Il a fallu que ça... je suis rentrée de vacances lundi soir. Il a fallu que ça arrive. Et là, je me dis, là, je crois que ça, c'est bon. Ça fait plusieurs fois que j'ai laissé la porte entrouverte pour moi. Et là, je vois que c'est pas la peine. Alors, je te la ferme complètement. Mais moi, je vous pose la question, je vous appelle, c'est que je crois que j'ai pris la bonne décision de fermer la porte. Là où je vous appelle, pourquoi c'est toujours me dire c'est ta faute, c'est toi.
Parce que quand vous... Alors déjà, Marie, l'introspection, c'est pas quelque chose que nous pratiquons aisément les uns les autres. Voyez-vous, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui se passe? Quelle est ma participation dans ce qui se passe? C'est pas quelque chose qu'on aime vraiment faire. On aime effectivement... parler de l'autre, ça nous empêche de parler de nous. Et lui, en plus, il est alcoolisé, donc il est désinhibé. Et vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est alcoolisé et qui, on dit souvent finalement que l'alcool ressort nos vieux démons, lui demander d'être dans l'introspection et de mesurer en fait sa participation ou sa responsabilité dans ce qui se passe dans votre couple. Parce que la première responsabilité qu'il a, au-delà d'avoir eu effectivement ensemble des soucis avec une adolescente, voilà, c'est l'alcool, le vrai problème. Or, pour l'instant, il n'en est absolument pas conscient. D'accord, ok. Vous savez, l'alcool, je dis souvent, c'est comme un tunnel. Mais le problème, c'est que tant que vous ne considérez pas que vous avez un problème avec l'alcool, vous n'êtes même pas encore entré dans le tunnel pour voir la lumière au bout. Vous voyez, lui n'est même pas encore entré dedans. Lui en est à un stade où ça lui pose aucun problème et il n'arrive même pas à voir que ça vous pose un problème et que ça pose un problème à votre relation. D'accord, ok. Et en plus, vous dites, j'ai essayé de l'aider, et vous avez bien vu qu'il n'est pas prêt. Oui, c'est pour ça, donc, je suis partie, quoi. Je dis non, il le fera jamais. Oui. Et lorsque je lui parle, lorsqu'il est agent, il me dit, non, tout va bien. Vous voyez, il est dans le déni. Il est dans le déni absolu de son problème d'alcool. Mais vous savez, Marie, il faut toujours se méfier de vouloir être le sauveur ou la sauveuse de quelqu'un. Parce qu'en général, le sauveur ou la sauveuse, il laisse toujours beaucoup de plumes. Ah ben, c'est ce que, justement, les 3 ans que j'ai vécu, ça fait 4 ans, les 3 ans que j'ai vécu avec lui, plus sa fille qui est venue s'installer avec nous, ça rajoute une couche, j'avais l'impression que la terre s'ouvrait, je suis en train de descendre, de couler. Oui, c'est exactement ça, oui. Les sauveurs... Et là, j'ai dit non, stop. J'ai dit stop, j'ai claqué la porte. Mais ils vont bien tous les deux, hein. Oui, ça veut dire que sa fille le voit aussi très souvent alcoolisé. Oui, donc, très vous voyez, souvent. à la limite qu'il ne soit pas conscient et qu'il soit dans le déni vis-à-vis de son couple, c'est une chose, mais il est aussi dans le déni vis-à-vis de ses responsabilités paternelles. Oui. Donc on est vraiment pour l'instant chez quelqu'un qui... Vous ne pourrez pas faire grand-chose. On ne force pas quelqu'un à arrêter de boire. Oui. D'abord, ça le rendrait extrêmement agressif. Ah oui. Ça, c'est la première chose. Et 2, c'est quelque chose qui doit venir de lui. Parce que même si, pour vous faire plaisir, il ne buvait pas avec vous, il pourrait toujours boire dès que vous n'êtes pas là. Ah non, il buvait. C'est que là, c'est ça qui m'a un peu fait réagir aussi. Parce que je partais au travail le matin, il est très bien. Mais je rentre le soir, il est saut. Et là, je m'arrache les cheveux. Bien sûr. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? Mais on ne peut pas parler de quelqu'un qui a bu, parce que lorsque je lui pose des questions, je dis, tu as eu de mauvaises nouvelles, il y a quelque chose qui ne va pas entre nous deux. Il y a non, là, il me parle d'autre chose. Il ne me répond pas autre chose. Il y a une chose aussi qui fait beaucoup, parfois, lorsqu'il est sourd comme ça, je le sais, parce que dans les messages, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Là, je me dis, et puis il m'envoie beaucoup des chansons d'une tristesse. Il peut m'envoyer 5-6 comme ça. C'est ce que j'allais vous dire, Marie. Finalement, quand vous dites, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que tu as une mauvaise nouvelle? Mais il buvait avant de vous rencontrer. Et j'ai plutôt l'impression que c'est un alcool de mal-être existentiel. Et de quelque chose qu'il porte depuis longtemps, que lié à une mauvaise nouvelle du jour. Vous voyez, et les chansons tristes, ça montre l'extrême mélancolie dans laquelle il est. D'accord. Oui. Oui, donc, beaucoup de chansons, parfois, il m'envoie en pleine nuit 5-6
Je dis, mais ils sont d'une tristesse, tes chansons, là, les paroles. Elle reflète, vous voyez, elle reflète son humeur. Oui. Qui est très sombre, très mortifère, très mélancolique. Et il y a d'autres choses aussi qui m'interpellent dans ma relation, lorsque je vis avec lui. Lorsqu'il partait chez sa famille, qui habite dans un autre département, et pour une semaine, pas pour une semaine de vacances, il était plus avec moi au téléphone que d'être avec la famille. Donc je comprenais pas trop tout non plus, j'essaie de comprendre. Et puis autre chose aussi, à chaque fois lorsqu'il part chez sa maman, il a un blocage où il est cloué au lit, mal de dos, ou des rages de dents à ne pas en finir. Je dis, mais attends, mais c'est pas possible. Tu pars à l'autre bout de la France. Normalement, tu es censé devoir ta famille, tu es content d'être dans ta famille. Et à chaque fois, tu arrives dans un truc, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Oui, il somatise et puis comme ça, il les évite. Parce que quand vous avez un mal de dos, vous êtes cloué dans votre chambre, vous avez une rage de dents, vous pouvez pas parler. Donc ça vous permet effectivement de vous isoler. S'il était en pleine forme, il aurait très certainement nécessité à converser avec eux ou être avec eux. Oui, bien sûr. Quand on est malade, ça permet de se mettre à l'écart, en fait. Je pense, Marie, que vous avez bien fait, et je pense encore une fois qu'on ne peut pas aider quelqu'un malgré lui. D'accord. Voyez-vous, et que malheureusement, ça va vous. Encore une fois, je dis toujours, les sauveurs et les sauveuses se mettent en grand danger quand ils veulent, envers et contre tout, sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. D'accord. Ok. On a un chemin à faire, individuel, dans cette vie. On a la responsabilité, effectivement, de ce chemin, et il faut qu'il prenne sa responsabilité sur ce chemin assez chaotique qui est le sien pour l'instant. Ce n'est pas à vous de le faire. Vous avez essayé, et c'était bien, parce que c'est toujours agréable de rencontrer quelqu'un qui nous tend la main. Il a refusé. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Tu as refusé. Oui. Je lui ai dit. Il n'est pas prêt, c'est pas son moment. Et à part vous abîmer, vous n'obtiendrez pas grand-chose. D'accord, ok. D'accord. Mais le fait que tout le temps, Bon, il y a aussi une chose, je doute aussi. Le fait que, là, dernièrement, il m'a parlé, ben, c'est ta faute. C'est toi qui m'a... C'est toi qui as créé cette situation, c'est toi qui m'a... C'est à cause de toi. Oui, mais Marie, c'est comme l'alcool, c'est-à-dire qu'il est complètement extérieur à ce qu'il vit. Il ne prend aucune responsabilité pour ce qu'il vit. Ok, d'accord. D'accord ? Ok, on est d'accord. Je vous souhaite une très belle nuit, Marie. Merci beaucoup, merci. Et merci d'avoir appelé. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, Marie. Parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL. 22h minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur RTL. Vous écoutez Parlons-nous, votre émission de confidence et de partage, en direct jusqu'à minuit. Pour venir discuter avec moi, il vous suffit de composer le 09 69 39 10 11. Et si un témoignage vous interpelle, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous ou par SMS au 64 900 en faisant précéder votre message des 3 lettres RTL, c'est 35 centimes par SMS. Et si vous l'avez... Je recommence. Et si vous avez la chance de pouvoir partir en vacances, vous aérez, ou si vous êtes sur le retour maintenant, bien faites une pause, appelez-nous pour nous dire ce que vous avez fait, si ça s'est bien passé ou déroulé comme vous l'espériez. Paul, au 09 69 39 10 11, vous accueillera et vous guidera jusqu'à moi. Et j'accueille Rose. Bonsoir Rose. Bonsoir. Comment allez-vous ? Dire que ça va bien, ça serait un mensonge. Ça serait mentir. Oui. Alors ne mentez pas, Rose, et racontez-moi. Bon, j'ai perdu mon mari à 6 ans. Oui. Ça m'a plongée dans un désarroi total. Oui. Et j'ai perdu mon fils, mais pas perdu physiquement, il est vivant. Oui. Mais j'ai plus de contact avec lui. Parfois, il répond à mes SMS.
mais je ne l'ai pas vu, il habite à quoi, à 20 km de chez moi. Oui. J'ose pas aller chez lui. Pourquoi vous n'osez pas, Rose? J'ai peur d'être mal reçue. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous seriez mal reçue? Son caractère. Est-ce qu'il a cessé tout contact avec vous depuis la mort de votre mari? Oui. D'accord. Il a cessé, on était très, 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 très liés. Il était très opposé à mon mari, parce que c'est pas son fils. Oui. Il le sait, il connaît son père. Oui. Et il me disait toujours du mal de mon mari. Mais quand mon mari est mort, ça a été un choc monstrueux pour tout le monde, parce que je l'ai trouvé mort au pied d'un arbre. D'accord. Alors qu'il il était pas malade, il buvait pas, il fumait pas, il était sportif. Et puis je l'ai trouvé mort. Et mon fils m'a beaucoup aidé quand mon mari et puis il m'a fait une drôle de réflexion un jour. Il m'a dit, on s'est toujours posé la question, sa femme et lui, lequel de vous deux allait mourir le premier? Oui. Si c'est toi, c'est bien, toi, on peut te manipuler. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ben, j'en sais rien. Et effectivement, il a pris les choses en main. Il a pris je sais pas, il m'a pas dit, mais ma belle-fille est une manipulatrice. Bon, il m'a beaucoup aidé les 2-3 premiers mois qui ont suivi la mort de mon mari. Et puis, un jour, il m'a fait une autre réflexion. Je mangeais tous les dimanches chez lui. Il m'a dit, tu sais, ça peut pas durer comme ça tout le temps. Je sais pas, bref. Ça s'est distancié. Donc, il vous a expliqué qu'il fallait venir moins souvent? Oui, mais attendez, je venais que sur invitation. Oui. Je n'ai jamais été à m'imposer sur le sein de mes enfants. J'entends, mais il était en train de vous dire que vous alliez encore moins vous voir. Voilà. D'accord. Oui. Bon, c'était pas grave pour moi. L'essentiel, c'est que le lien... On a été très fusionnels avec mon fils. J'ai été contente quand il a rencontré cette jeune fille, justement pour qu'il fasse réellement sa vie. Oui. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas. Mais ma belle-fille, dans sa famille, ils ont l'habitude, je ne sais pas pourquoi, ils se fâchent les uns les autres, ils se parlent plus et tout. Il m'avait déjà fait le coup, je gardais ses enfants, il m'a fait le coup quand il y a une vingtaine d'années, parce que j'ai osé partir en vacances et que je ne pouvais pas garder ses enfants. Oui. Quand je suis rentrée, j'ai plus la garde de ses enfants, alors que ses enfants, je les adorais. Et puis, je les gardais pour ne pas qu'ils aient de gardienne. Et il vous en a voulu? Oui, parce que je suis partie en vacances. Oui. Et ça a été un trou terrible pour moi. J'avais tout agencé, mon emploi du temps autour de ces enfants. Oui. Et j'en ai fait une dépression, je crois. Et un jour, j'ai eu un accident, je me suis cassé la colonne vertébrale. Et il est venu me voir, et puis on a renoué un petit peu. Et puis il me refait le même coup maintenant. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Et de quoi il m'accuse? Est-ce que vous avez d'autres enfants? Oui. Alors j'ai 2 autres enfants qui sont les enfants de mon mari. Oui. Alors, j'ai toujours privilégié mon fils par rapport à mes autres enfants. Oui. Il était primordial. Il était le roi. Et maintenant, mes autres enfants, il y en a un qui me téléphone à midi et l'autre le soir, tous les jours. D'accord. Donc, vous êtes entourée? Je suis entourée, sauf que il y en a mon fils habite à 20 km, et mes autres enfants, c'est 200 et 800. Oui.
donc je les vois moins souvent. Je pense, Rose, que vous n'avez rien fait, ou trop fait peut-être. J'ai trop fait, oui. Mais oui, vous dites, il était le roi. Oui. Vous voyez, et quand on est le roi, bien souvent, on est un peu tyrannique, un peu despote. Oui, et parce puis... qu'à la mort de mon mari, justement, j'ai voulu rétablir l'équilibre. Mon mari défendait ses enfants. Oui. Et moi, je défendais le mien. Oui. Et puis, à la mort de mon mari, j'ai pas voulu lui obéir. Par exemple, il m'a ôté une échelle qui montait à un grenier. Il m'interdisait des choses. Ah non, ça je peux pas. Non, ça j'ai pas voulu. Oui, vous voyez, c'est ça. En fait, que les enfants, quand ils sont élevés comme ça dans la toute-puissance, parce qu'effectivement, une maman qui culpabilise, qui veut surtout pas que l'enfant se sente délaissé, et donc finalement, comme vous dites, devient un roi, ces enfants-là, finalement, ne supportent plus la frustration. Il est très jaloux de ses nuits. Oui. Donc je pense que c'est pas de ne pas avoir donné, Rose, c'est d'avoir peut-être trop donné, effectivement. Oui, mais pourquoi il me punit comme ça? Je ne pense pas qu'il vous punisse personnellement, Rose. Je ne pense pas que ce soit dirigé parce que c'est vous. Je pense que dès lors que on va reprendre les termes d'un roi, mais dès lors que son bon plaisir est contrarié, il pousse les gens sur le côté. C'est l'égoïsme. Il y a quelque chose là de très égocentrique, oui. Mais au même titre que, effectivement, les rois sont égocentriques parce que le monde tourne autour d'eux, enfin ceux en tous les cas que j'ai appris en histoire, il y a de ça. C'est pour l'instant, il est insensible à votre peine et à votre douleur parce qu'effectivement, il est centré sur lui-même. Et comme vous étiez beaucoup centré sur lui, quand il était plus jeune, ça lui semble naturel d'être comme ça, ce soleil, et que vous tourniez autour de lui. Il ne comprend pas, que la réciprocité, l'empathie, il y a quelque chose dans le lien qui nécessite en fait ces choses-là. Non, moi, vous avez peut-être raison, oui. Mais j'ai aussi une autre explication. Ma belle-fille est très jalouse de la personnalité de mes filles. Oui. Elle est très jalouse de moi aussi. Oui. Et elle veut séparer mon fils de moi. Mais moi, je trouve qu'un fils, il peut aimer sa mère et il peut aimer sa femme. Bien sûr. Il n'y a aucune... Oui, c'est pas du tout le même amour. C'est pas le même amour du tout. Oui. Et puis, il a construit. Et je pense... Elle m'a fait un jour une réflexion. Aussi, mon fils ne fait pas ceci, mais on divorce. D'accord. Donc, elle est un peu comme lui. Oui, sont bien entendu. Alors, vous voyez, je crois qu'elle lui a mis en balance le divorce, et c'est soit elle, soit moi. Mais pourquoi est-ce qu'elle pourquoi est-ce qu'elle vous aurait pris en grippe? Eh bien, je ne sais pas. Oui. Un jour, elle m'a raconté des horreurs sur sa mère. Et sa mère, je trouve que c'était une femme, qui était travailleuse, qui avait un tas de qualités. Et un jour, je me trouvais avec sa mère, je lui ai dit, vous devriez parler à votre fille. Oui. Elle m'a raconté, je ne peux pas vous dire ce qu'elle m'a raconté, d'ailleurs, j'avais pas envie, je ne m'en souvenais plus. Vous devriez parler. Elle s'est rétablie avec sa mère, et c'est moi qu'elle a mis de côté. Oui. Et sa sœur, qui a été très gentille avec elle, elle lui a payé son permis de conduire, elle a fait un tas de choses. Elles m'ont dit des horreurs aussi. Mais elle se trompe, je ne sais pas ce qu'elle a. Elle devrait se faire suivre. Elle a un problème. Oui, et vous pensez que finalement, elle et votre fils
comment dire, vous ont écarté. Mais alors, si je comprends bien, finalement, pour réintégrer sa mère à elle, parce qu'elle a renoué avec sa mère de manière un peu plus apaisée. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je la vois plus, sa mère, elle a été malade. Je ne peux pas vous dire, j'ai pas de relation avec sa mère, et puis je ne veux pas en rajouter, je ne veux pas cancaner derrière. Je veux être fidèle. Quand vous ne l'appelez pas, vous ne lui écrivez pas, votre fille, à votre fils? Je lui envoie des SMS quand il y a un orage. Est-ce qu'il y a un orage chez vous? J'espère qu'il n'y a pas eu de dégâts pour son anniversaire. J'ai envoyé un SMS pour Noël, pour Nouvel An. Et je lui tiens, l'année dernière, je tiens les cadeaux à sa disposition. Je leur donne une bonne somme d'argent à chaque Noël. Eh bien, l'année dernière, je lui ai envoyé par la poste. Mais je peux pas accumuler toujours les cadeaux comme ça. Quel retour vous avez, Rose? Aucun. Donc ils ne vous répondent pas? Non. Alors pourquoi vous continuez? Parce que c'est mon fils, parce que je ne veux pas faire de différence entre les enfants. Oui, mais vous me dites que vous faites des très gros cadeaux. Oui. Mais pourquoi si gros? Parce que j'ai la possibilité financière de le faire, et parce que pour moi l'argent ça n'a pas de valeur. Pour moi, j'ai pas besoin, à mon âge, j'ai plus besoin de rien. J'ai besoin de mon mari éventuellement, et de mes enfants, mais j'ai besoin de rien d'autre. Est-ce que vos autres enfants ont pu discuter avec lui? Non, parce que il les déteste, il est jaloux de leur réussite sociale, alors que lui, il a une très belle maison, il a une belle situation, il a de beaux enfants. Oui. Je ne sais pas de quoi il a. Donc il ne se parle pas non plus? Non. D'accord. Non. Et il y a du ressentiment de chaque côté. Oui. Il s'est isolé de son côté. Et est-ce que vous avez jamais eu envie de lui écrire une lettre pour lui dire votre douleur et votre souffrance? Je lui ai écrit. Il ne répond pas? Non. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Ça, c'est ce qu'il dit? Oui. Mais de quoi il parle quand il parle de ça? Mais j'en sais rien. Et puis ma petite fille, qui est maintenant thérapeute, elle m'a dit qu'il y a des secrets de famille. Oui, c'est possible qu'il y a des secrets de famille, mais je ne suis pas au courant de ces secrets de famille. Et je lui ai toujours tout dit. Il a connu son père. Excusez-moi, j'étais fille-mère, parce que dans ce temps-là, on disait fille-mère, il était bâtard. Oui. Ça a été très douloureux pour lui. Mais son père l'a invité à venir chez lui, et il l'a connu. Oui. Et il m'a rendu un enfant qui était apaisé, qui était bien quand il est rentré. Et puis il avait quel âge, Rose, quand il a rencontré son père? Juste pour ne pas payer le billet d'avion à un tarif normal. Il a payé un tarif enfant. Oui, donc il était petit. Voilà, il avait plus de 10 ans quand même. Oui. Et si vous voulez, ça lui a fait du bien de connaître son père. Sûr. Et son père, il a fait exactement ce qu'il a fait avec moi. J'ai vécu un amour le plus intense possible avec son père. Et puis 4 mois après, j'ai su qu'il était marié. Il ne m'a plus jamais répondu. Eh bien, il a fait la même chose avec son fils. Ça a été très bien, ces vacances. Et il n'y a jamais répondu. Il l'a abandonné lui aussi. Une deuxième fois? Oui. Oui. Ça a dû être très douloureux pour votre fils. Et pour moi aussi, oui. C'était très douloureux. Oui. Il vous en veut de ça? Comment? Vous pensez qu'il vous en veut de ça? Du fait que ce père... Vous savez, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission au tout début. On parlait avec Jacqueline de ce que finalement les mamans qui restent reçoivent un peu en pleine figure toute la colère et le ressentiment d'enfants qui finalement n'ont pas réglé leur compte.
Je sais, mais il veut pas se faire soigner. Quand il était adolescent, j'ai essayé d'aller dans une structure où il y avait des psychologues. Il y est allé 2 fois, il n'a pas voulu. Quand il a eu, je sais plus quel âge il a fait une tentative de suicide, mais c'était pas une vraie tentative de suicide. Il m'a fait du chantage et il a avalé des médicaments devant moi à table. J'étais avec un autre de mes enfants et tout. Alors j'ai appelé tout de suite les pompiers, on l'a hospitalisé, lavage d'estomac. Oui. Et il est sorti le lendemain, il veut pas. Lui, il n'a pas de problème, c'est moi qui en ai. Oui. Vous savez, il y a un message de Meg sur Facebook qui écrit « Attention Rose, je vis la même chose que vous. Oui. Maintenant, en ayant pris du recul, je laisse tomber. » Laisse tomber quoi ? Je continue avec vous, je découvre. Il n'y a que lorsque l'on a besoin de moi que je le vois, mais maintenant c'est terminé. Je vis pour moi. Après tout, on n'a qu'une seule vie, et je les ai élevées toutes seules. J'ai fait ce que je pouvais. Il est temps que je vive ma vie. Manipulation, lavage de cerveau, je connais aussi. Mieux vaut vivre et les éviter. Courage, Rose. Gros bisous. Merci. Mais moi, ma vie, elle est finie. Oui, je suis à la dernière ligne droite de ma vie. Je viens de perdre ma sœur. Et mon mari, je suis en fin de vie, madame. Rose. Il faut qu'on se réconcilie avant ma mort. Il aura trop de remords. Rose. Je ne veux pas qu'il ait des remords. Voyez, Rose, c'est pas... Vous ne pouvez plus aujourd'hui, c'est un grand garçon, c'est un adulte qui est en responsabilité de sa vie. Vous ne pouvez pas à nouveau vouloir le protéger de tout. Je ne veux pas le protéger. Si vous venez de dire je ne veux pas... Je voudrais mourir, qu'on se réconcilie et qu'il n'ait pas de remords après ma mort. Oui, Rose, mais s'il a des remords, ça sera son affaire d'adulte et il aura à gérer ça. Que vous vouliez être réconcilié avant ça, j'entends. Malheureusement, effectivement, il a l'air assez têtu. Et assez égocentré. Et effectivement, c'est difficile puisque il coupe tous les ponts qui pourraient vous relier. Mais en revanche, vous ne pouvez pas en permanence essayer de rendre sa vie à lui plus douce pendant que la vôtre est si terrible. Mais qui c'est qui vous dit que sa vie est si douce ? Je ne sais pas, mais en tous les cas, je ne suis pas sûre qu'il souffre autant que vous souffrez de l'absence. Je crois qu'il souffre. Oui, mais il ne revient pas vers vous et vous ne pouvez pas, vous avez bien vu, le tirer vers vous, malheureusement. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, Rose. Mais et qu'est-ce que je dois faire alors ? Vous ne pouvez plus rien faire. Il faut absolument vous garder lui. Je ne peux pas tirer un trait sur mon fils. J'ai trop donné. Il a été trop important pour moi. Mais il reste important. Il reste votre fils. Bien sûr. Et il est votre premier fils. Et ça, rien ne vous l'enlèvera, Rose. Personne ne me l'enlèvera, mais c'est lui qui me l'enlève. J'espère pour lui qu'il comprendra qu'effectivement, si jamais il devait ne pas se réconcilier avec vous avant votre départ, ça sera très très lourd à porter pour lui. Malheureusement. C'est ce que je voudrais lui éviter. Oui, mais vous ne pouvez pas tout éviter à cet homme-là, qui est un homme maintenant et qui a en charge sa vie, Rose. Malheureusement, vous l'avez fait toute sa vie, de vouloir justement le meilleur pour lui, c'est ça que vous avez fait. Oui. Mais aujourd'hui, il est en charge de sa vie. Et s'il doit souffrir de ne pas être venu vers vous avant, ça sera sa responsabilité d'être humain, pas la vôtre. Il faut qu'il apprenne à gérer ça. C'est pas dans mon optique, ma mère, elle n'a pas été une mère parfaite, aucune mère n'est parfaite. Mais moi, j'ai toujours été la voir, j'ai toujours essayé d'adoucir sa vieillesse. Il le sait que je suis en fin de vie. Écoutez, quand il m'a abandonnée il y a 3 ans, j'ai été 2 mois à l'hôpital.
j'ai été réellement malade, physiquement. Il est venu me voir, oui. Mais voilà. Rose, il faut que vous preniez le temps de parler avec des gens. J'ai une thérapeute, elle est très bien. Eh bien maintenant, il va falloir accepter que votre fils fait beaucoup d'erreurs et vous ne pourrez pas le protéger de tout. Et vous ne pourrez pas l'en empêcher. Et puis j'ai ce deuil de mon mari qui était un homme qui avait beaucoup de qualités et avait, à cause de mon fils, je crois que j'ai pas, et puis à cause du père de mon fils surtout, et je l'ai pas assez fait attention à lui. Rose. Et il est mort. Et ça a été horrible. La dame qui a perdu son enfant il y a 2 ans, vous savez, 2 ans, c'est court après. Rose, puis, je suis vraiment navrée, Rose, mais je suis obligée de rendre l'antenne. Oui. Je vous propose de rappeler quand Caroline sera là et de réécouter, si vous pouvez, les podcasts pour réécouter ce qu'on s'est dit ce soir. D'accord ? Parce que vous n'êtes pas là la semaine prochaine ? Non, je ne serai pas là la semaine prochaine. D'accord, oui. D'accord ? Oui, je vous remercie. Je vous embrasse bien fort. Je ne peux pas oublier mon fils, vous savez. Je ne vous ai pas dit de l'oublier, au contraire. Merci. Je vous embrasse bien fort. Au revoir, Rose. Au revoir, merci revoir. beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de Parlons-nous. Lundi, vous retrouverez donc l'incomparable Caroline Dublanche. Merci à vous pour avoir fait de ces 2 semaines passées en votre compagnie de merveilleux moments d'échange, riches, intéressants, émouvants souvent, comme ce soir. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre sincérité et votre bienveillance. Elle m'a beaucoup aidée à dissiper mon trac. Un immense merci à Oriane Leport, notre réalisatrice, pour avoir si bien géré mes couacs à l'antenne et m'avoir presque transformée en animatrice. Merci à Sarah, à Paul et à Théo pour avoir consciencieusement préparé ces émissions. J'espère vous avoir apporté des pistes de réflexion, un éclairage différent et constructif, et que ces moments partagés ensemble vous ont fait du bien. Prenez toutes et tous bien soin de vous. Je vous embrasse et vous souhaite une très belle nuit.